Comment réussir la transition écologique? Est-ce que c'est par des petits gestes ou des grandes lois? Je pense qu'il faut les deux, en fait. C'est-à-dire que les petits gestes, enfin, ça n'est que mon avis, hein, mais les petits gestes sont essentiels, ne serait-ce que, moi, je dirais, d'un point de vue de l'éthique personnelle. C'est-à-dire, moi, je considère que par rapport à cette question de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, évidemment, vu qu'on est tous affectés par ces questions-là, il faut réagir. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, relève finalement du bon sens. Et moi, ce que je dis assez souvent, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où on nous apprenait à ne pas gaspiller. Et ben voilà, c'est ça. Les petits gestes, c'est ça, c'est ne pas gaspiller, mais c'est plus, voilà, je vous dis, une question d'ordre éthique. Mais après, on sait que statistiquement, je ne saurais plus vous dire quels sont les chiffres précis, mais je crois que c'est, en gros, si tout le monde vraiment faisait des efforts pour réduire son empreinte carbone d'un point de vue individuel, ça ne réglerait que 25 ou 30% peut-être du problème. Le plus important pour moi, mais parce que moi je crois beaucoup à la politique, c'est qu'il y ait des décisions politiques et ça passe par la loi. Alors ça peut aussi passer du coup par des contraintes, mais la loi c'est une forme de contrainte. L'essentiel c'est que cette contrainte elle soit considérée comme légitime et qu'elle soit acceptée par toutes et par tous. Donc voilà, ça c'est la plus grande difficulté. Mais il n'y a pas de raison, par exemple, que faire écho à une de mes chroniques que je faisais dans les magasins, on ait la possibilité d'acheter alors à la fois du café équitable, c'est-à-dire qui a été produit dans des conditions correctes pour les travailleurs, mais que du coup, on ait aussi la possibilité d'acheter du café, ce qui n'est pas équitable, dont on peut considérer qu'il a été fabriqué dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour les travailleurs. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent se régler par la loi. Il ne faut pas juste attendre que les consommateurs s'en emparent. Est-ce que l'école a un rôle à jouer dans l'apprentissage de la transition écologique? Oui, bien sûr que l'école a un rôle à jouer dans l'apprentissage de la transition écologique, sachant que l'école a un rôle à jouer dans tous les apprentissages. C'est aussi un petit peu la difficulté, j'imagine, moi qui ne suis pas enseignant, mais c'est qu'on demande énormément à l'école. Moi, j'ai plutôt l'impression, alors bon, mes enfants sont grands maintenant, ils sont adolescents, mais que l'école le fait plutôt bien, en tout cas que s'il y a besoin d'un apprentissage, c'est peut-être moins auprès des jeunes, des élèves que c'est nécessaire, même s'il faut le faire, bien entendu, mais peut-être davantage auprès des personnes plus âgées. Est-ce que, par exemple, alors si on reste à l'école, est-ce que les enseignants sont suffisamment formés pour apprendre les bons gestes, par exemple, aux élèves? Ça, je ne sais pas. Et même plus largement dans la société. Moi, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une institution dont je fais partie, qui est la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On travaille sur justement un avis consacré au changement climatique et ils insistaient beaucoup sur le fait que l'école devait développer encore davantage l'apprentissage de la transition écologique. Moi, je leur disais, à mon avis, il faudrait mieux faire ça d'abord dans les entreprises ou dans les maisons de retraite, parce que ceux qui sont en retard, ce n'est pas forcément les plus jeunes. Est-ce qu'on devient forcément militant écolo quand on s'intéresse à cette question? Ah, je ne vois pas de quoi vous faites référence en posant cette question. Oui, effectivement. Donc, c'était une des questions que je me posais quand j'ai commencé cette chronique sur la transition écologique. C'était de me demander si j'arriverais à garder la distance nécessaire, qui est celle que doit avoir un journaliste quand on n'est pas un journaliste d'opinion, parce qu'il y a aussi du journalisme d'opinion, hein, ça ne me pose pas de problème, mais moi, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, l'idée, c'était quand même d'avoir une distance critique avec le sujet dont on traite. Alors, cette distance, j'espère avoir réussi à la garder, c'est-à-dire que moi, déjà, je n'ai pas adhéré à un parti politique, et puis il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, il y a des choses sur lesquelles j'hésite. Typiquement, la question du nucléaire, voilà, je n'ai même pas vraiment, je n'ai plus d'avis, en fait. Ouais, c'est même pas que j'ai pas d'avis, c'est que j'ai plus d'avis aujourd'hui. Donc, bon, il y a quand même cette distance-là. Après, ce qui est sûr, c'est que quand vous travaillez tous les jours sur ces questions de changement climatique, si vous réussissez à rester totalement indifférent à ce sujet et à ne pas considérer qu'il y a une urgence à traiter ces questions, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que ouais. Donc, forcément, on se sent beaucoup plus concerné par ça. Mais pour répondre à votre question, mais non, je pense qu'on peut garder une certaine distance critique tout en traitant de ces sujets au quotidien. Mais peut-être ne faut-il pas le faire trop longtemps.